Après avoir vu la diffraction par des ouvertures simples, ainsi que le phénomène d'interférence avec une bifente, on va maintenant étendre nos observations au réseau de diffraction et faire le lien avec le comportement d'un disque optique éclairé par un laser. Nous avons vu qu'avec deux fentes fines de largeur A séparées par une distance petit d, l'éclairement de l'écran présente des franges d'interférence régulièrement espacées, caractérisées par l'interfrange I égale lambda grand D sur petit a, et modulées par la diffraction identique des fentes, dont la largeur de la frange centrale delta Y est inversement proportionnelle à la largeur A des fentes. Avec non pas deux, mais quatre fentes séparées par la même distance D, l'éclairement reste semblable à celui obtenu avec deux fentes. La position des maxima des franges brillantes d'interférence n'est pas modifiée, mais la largeur diminue et la lumière s'intensifie sur ces maxima. Ce phénomène est encore plus visible avec 6 fentes. Plus le nombre de fentes sera important et plus la lumière se concentrera sur la position des maxima d'intensité des franges brillantes. L'éclairement de l'écran s'apparente à un alignement de petites taches lumineuses. Ce système, constitué d'un grand nombre d'ouvertures identiques régulièrement espacées, est appelé un réseau de diffraction. La position des petites taches lumineuses sur l'écran correspond aux positions des franges brillantes d'interférence. En considérant l'écran à l'infini, et pour une direction θ donnée, deux ondes issues des deux fentes consécutives présenteront la même différence de trajet optique delta. On comprend bien, en se souvenant du principe des interférences, que si cette différence de trajet est un multiple entier de la longueur d'onde, alors toutes les ondes issues de toutes les fentes seront en phase et leurs amplitudes s'additionneront constructivement. Les pics de lumière seront ainsi déterminés par la relation sinus θ égale k lambda, où k est un nombre entier appelé ordre de diffraction, ou aussi parfois ordre d'interférence. Et petit d est la distance entre deux ouvertures consécutives, appelée aussi pas du réseau. Le pic de lumière au centre de l'écran correspond à θ égale 0. La différence de trajet entre toutes les ondes est nulle, et donc k égale 0. Cette position s'appelle l'ordre 0. Elle correspond au prolongement direct de la direction de propagation de l'onde incidente sur l'ouverture. Dans le cas d'un réseau éclairé par un faisceau lumineux, l'ordre 0 correspond à la position du faisceau sur l'écran en retirant le réseau. Le pic suivant de lumière, vers le haut de l'écran, correspond à l'angle θ1. Pour cet angle, la différence de trajet entre deux ondes consécutives est exactement égale à la longueur d'onde lambda, soit l'ordre d'interférence k égale à 1. C'est ce qu'on appelle l'ordre 1. Le premier pic de lumière vers le bas est obtenu pour l'angle θ-1, pour lequel la différence de trajet entre deux ondes consécutives est égale à moins lambda, soit k égale moins 1, c'est l'ordre moins 1. De la même façon, on définit les ordres plus 2, moins 2, plus 3, moins 3, et ainsi de suite, jusqu'à la valeur maximale possible de l'ordre égale à d sur lambda, valeur imposée par le sinus qui en fait ne peut pas dépasser 1 en valeur absolue. Les positions des pics de lumière sont données par la relation sinus θk égale k lambda sur d. En pratique, le pas d des réseaux est souvent très petit, de l'ordre de quelques microns, et les angles associés aux ordres d'interférence, c'est-à-dire aux pics de lumière, sont assez grands. On n'approxime donc pas le sinus à l'angle dans cette formule. On remarque aussi que pour un même ordre k, la position des pics dépend de la longueur d'onde. Les pics rouges sont plus espacés que les pics verts, comme on peut le voir sur cette figure et dans l'expérience suivante. Dans cette expérience, on place le même réseau sur deux faisceaux laser placés l'un au-dessus de l'autre. On remarque le grand nombre de taches lumineuses, c'est-à-dire le nombre important d'ordres de diffraction. En superposant l'ordre 0 des deux faisceaux au centre, on voit bien l'espacement plus grand des taches rouges comparé à celui des taches vertes. La mesure de ces positions nous permet en fait de remonter au pas du réseau si la longueur d'onde est connue, ou alors à la longueur d'onde si le pas du réseau est lui-même connu. En pratique, ces réseaux-là sont très utilisés en spectrométrie pour la mesure de longueur d'onde ou pour mesurer des distributions d'intensité lumineuse en fonction des longueurs d'onde. Lorsque le réseau est éclairé sous une incidence oblique, il apparaît, comme dans le cas des bifentes, une translation des taches lumineuses sur l'écran. Le raisonnement est exactement le même que pour la bifente. À la différence de trajet d sinus θ, il faut ajouter la différence supplémentaire d sinus θi due à l'inclinaison. La position des pics de lumière est alors donnée par la différence de trajet complète qui s'écrit delta k égale d facteur de sinus θk moins sinus θi qui doit être égal à un multiple entier de la longueur d'onde. On se souviendra que les angles sont orientés afin de pouvoir décrire toutes les situations où θi et θ sont positifs ou négatifs, c'est-à-dire lorsque les rayons sont dirigés vers le haut ou vers le bas de la figure.
De la même manière, un réseau constitué de petites structures fines réfléchissantes va présenter des pics de lumière, c'est-à-dire des ordres de diffraction, qui seront déterminés par la relation ΔK égale d facteur de sinus θk plus sinus θi, qui doit être égal à un multiple entier de la longueur d'onde. La réflexion transforme moins sinus θi de la formule précédente en plus sinus θi. Nous avons maintenant tous les éléments pour comprendre le comportement lumineux d'un disque optique éclairé par un laser. Faisons l'expérience. Dans cette expérience, le faisceau laser éclaire un CD en incidence normale. On place un écran percé entre le laser et le CD en laissant passer le faisceau à travers le trou de l'écran. On observe ensuite sur l'écran la lumière diffractée en réflexion par le CD. On remarque les taches de lumière typiques d'un réseau en réflexion, avec l'ordre 0 placé juste au-dessus du trou et les ordres -1, +1, -2, +2 de part et d'autre du trou. On remarque aussi que les angles associés aux premiers ordres ne sont pas petits, ce qui traduit l'existence d'un pas très petit de la structure diffractante. Nous venons de voir qu'un CD se comporte comme un réseau en réflexion constitué de petits traits réfléchissants espacés régulièrement. En fait, il en est de même pour le DVD ou le Blu-ray. Vous découvrirez plus précisément la structure intime de ces disques au cours des prochains épisodes de cette aventure avec nos objets du quotidien.